qui voudrait répondre? Moi, je te parle pour la madame, c'est juste apporter une petite précision, peut-être faire une petite, comment je peux dire là, parler d'un ténor Firmin, qui est un haïtien, un pédagogue, et quelque part, il en a parlé. Cette année, on fête son centenaire, le centenaire de sa naissance, où il y a plein d'activités qui portent autour. Oui. Alors lui, il était pour une éducation qui tienne compte de la race, de la culture. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui avait répondu à un penseur du oui, voilà, pour montrer que finalement, qu'il n'y avait pas cette notion de race, elle existe, mais lui, il a élaboré beaucoup sur la question éducative par rapport à certaines particularités qui sont propres aux races et aux cultures. Il a été en quelque sorte un précurseur aussi. Oui, oui, effectivement, effectivement. Ça serait bien de l'ajouter. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Gobineau, le comte de Gobineau en France, qui avait écrit donc cet essai sur de l'inégalité des races humaines. Alors, il y a un anthropologue haïtien, anthropologue, Anténor Firmin, de cette époque-là, qui avait répondu au comte de Gobineau, donc en publiant, lui, de l'égalité des races, des races humaines à ce moment-là. Donc, c'est un écrit majeur, à la fois dans la littérature haïtienne, mais dans la littérature scientifique, je pense. Oui. C'est un écrit qui demeure majeur. Mais comme il dit cette réponse d'un ténor, il avait parlé, il a élaboré des projets d'éducation. Le contexte est essentiel. Par exemple, juste, moi je ne reprends pas le truc pourquoi c'est plus en français et en anglais, parce que il y a plusieurs manières d'aborder. Toronto, c'est une ville où la majorité des gens ne parlent pas l'anglais à la maison. Alors c'est une ville anglophone où la majorité des élèves dans les écoles ne sont pas de race blanche. Alors d'éviter de reconnaître ou bien et c'est pas, alors le race c'est une construction sociologique. À Montréal, il y a beaucoup de diversité aussi, et disons, diversité ethno-culturelle et raciale. C'est à peu près, selon les chiffres, un tiers de ce qu'il y a à Toronto. Mais souvent, en lisant des journaux parfois, juste la commission Bouchard-Taylor, c'est intéressant, juste comment on a abordé la problématique, ou la question c'était un petit peu, avec un deuxième regard plus tard, c'était un petit peu comme c'est un problème que ces gens-là viennent ici. Je ne sais pas si c'est un problème, parce que c'est un problème que les Européens sont arrivés ici, ça c'est sûr, mais est-ce que c'est un problème que les gens de diverses cultures qui sont ici depuis longtemps, diverses races, est-ce que ça c'est un problème? Et parce qu'en parlant avec beaucoup de gens qui ne sont pas de race blanche, je n'ai jamais rencontré une personne qui m'a dit en plein non, ça, le blanchiment, ça n'existe pas. Les expériences vécues, ça c'est une chose. Donc, je pense que ce dialogue est très important. Et puis, la pédagogie critique, c'est les relations de pouvoir inéquitables. On parle de tout ça. Oui. D'un autre ordre, moi je suis sensible à la situation des adultes en formation, puis à la situation de l'éducation des adultes à l'intérieur même du système scolaire, qui est marginalisé. Dans le fond, je m'interroge s'il n'y a pas de parenté là, entre la pédagogie critique puis tout le mouvement d'éducation des adultes qui s'est constitué, dans le fond, en rapport, en opposition à un système éducatif qui ne fonctionne pas pour eux. Là. Donc, ça serait peut-être à... Enfin, il y a clairement une parenté, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais d'ailleurs, vous ne pensez pas si bien dire, puisque la pédagogie critique, en tout cas celle de Freire, inspirée de Freire, est née justement, sa préoccupation première à Freire était l'éducation des adultes, l'alphabétisation des adultes, donc une alphabétisation qu'il a voulu conscientisante, etc. Donc, on pourrait dire que ce n'est pas la pédagogie critique qui doit s'occuper de l'éducation des adultes. La pédagogie critique est littéralement née de la préoccupation de l'éducation des adultes
analphabètes, etc. Donc ça a vraiment été le socle de fondation de la pédagogie critique. Donc en ce sens-là, je pense que si on s'intéresse à l'éducation des adultes, on ne peut pas faire l'économie de s'intéresser à la pédagogie critique, surtout telle que Freire et d'autres l'ont amené, puisque ça a été vraiment le socle fondateur de la pédagogie critique. D'abord, cette idée de la dimension politique de toute éducation vient du fait qu'il s'adressait justement à des adultes. À des adultes d'abord. Bon, maintenant, nous, on voudrait étendre la chose, voir la dimension politique, quel que soit l'ordre éducatif, au primaire ou au secondaire ou autre. Mais en fait, cette dimension politique qu'il voyait omniprésente en éducation, Freire, c'était donc dans son adresse aux adultes. Pourquoi êtes-vous analphabète? Un peu comme disait Paul tout à l'heure, mais qu'est-ce qui peut expliquer la situation dans laquelle vous êtes maintenant? Qu'est-ce qui vous a conduit là? Enfant, vous aviez sûrement des rêves, vos parents avaient des rêves, etc. Mais bon, forcément, un après l'autre, les rêves sont tombés. Bon, alors, quels ont été les facteurs personnels, sociaux, familiaux, économiques, politiques, etc., qui ont conduit à cette situation-là? Donc, c'est tout à fait l'éducation aux adultes. Ce que je dirais, par contre, il y a une vision de la pédagogie critique qui ne serait valable que pour l'éducation des adultes. Et c'est là où je trouve que ce serait un peu réducteur de dire que la pédagogie critique, on peut la considérer uniquement quand on est dans cette situation éducative, éducation des adultes, alphabétisation des adultes, etc. Non, je pense que maintenant il faut ouvrir, au contraire, il faut ouvrir le champ de la pédagogie critique aux autres ordres éducatifs et aussi aux espaces non scolaires, extrascolaires, etc. Mais c'était le socle fondateur. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Oui, il y avait Donna. Oui. Ah oui. On prend le Sénat. Oui, Anne aussi. Oui, madame. Oui, bonjour, merci. Vous êtes en train de dire que ces questions de pédagogie critique semblent avoir imprégné les recherches du côté des anglophones et qu'on n'en a pas du côté francophone. Est-ce qu'on peut penser que les élèves dans les écoles anglophones sont beaucoup plus en sécurité? Est-ce qu'on peut penser que ces recherches imprègnent les pratiques pédagogiques du côté anglophone par rapport au milieu francophone? J'ai fait une petite recherche où j'essayais de comparer la formation des enseignants dans les universités anglophones et puis les universités francophones. Mon étude a débouché au fait que